j'aime pas la notion de MVP. Tu fais pas un produit pour que ce soit viable, pour que les gens l'adorent. « 20 ans que je suis entrepreneur, j'ai peur de tout perdre. Il va se passer quoi? Les ressources humaines, ça va changer quoi dans le processus? » Quand on n'a pas de fric, il faut pas te tromper. Et je te jure, combien de boîtes font ces erreurs-là? Et si l'épanouissement de tes employés était la clé de ton succès? Voici l'une des questions phares au cœur de la stratégie d'entreprise de notre invité du jour, Alexandre Pachulski, cofondateur de Talentsoft. Créée en 2007, cette start-up spécialiste des relations humaines a pour mission de révéler les meilleurs talents des entreprises qui leur font confiance. Après 14 années d'expertise réussie au service de ses 2200 clients en France et dans 130 pays, Talentsoft s'impose comme le leader européen des applications cloud de gestion des talents et de formation. À 47 ans, Alexandre, serial entrepreneur, diplômé d'un doctorat en informatique, auteur et podcasteur, révolutionne son marché grâce à l'intelligence artificielle. Racheté par Cegid en avril 2021, Talentsoft continue son expansion et accompagne des projets mondiaux tels que EDF, Total, Toyota et bien d'autres. Dans cet épisode scindé en 2 parties, on parle de comment mettre en place une communication managériale performante, de la stratégie pour tester de nouvelles features dans son business et de la différence entre MVP et MLP pour savoir lequel adopter. Cofonder une boîte reconnue comme l'une des pépites du Next 40 avec l'utilisation de l'IA dans un milieu humain où les émotions sont partout, c'est fort. Alors prends note, car Alexandre Pachulski te délivre la stratégie de son succès. Bon visionnage. Moi, je crois que le manager, c'est celui à qui il faut confier les rênes pour trouver le bon rythme. Le rythme d'une équipe n'est pas celui du voisin. Par contre, il faut créer un rythme d'équipe. Parce que si tu crées un rythme d'individu, tu ne feras jamais d'équipe. Moi, je suis un fou de NBA. Tu prends Phil Jackson, et il avait Jordan, Pippen, Rodman. Il y avait des fous furieux quand même. Il leur disait pas « venez quand vous voulez, je vais m'adapter à vous », même à Jordan. Non, l'entraînement, c'est lundi matin. Par contre, la façon dont l'entraînement est conduit, le fait qu'après ce soit du temps libre ou encore du travail, ça c'est Phil Jackson qui le détermine. Et chaque entraîneur, chaque manager va déterminer ce qui est bon pour son équipe. Donc en fait aujourd'hui, je pense que le tempo, il doit être donné par le manager, qui est à mon avis le parfait intermédiaire entre on fait la même chose pour tout le monde, ce qui ne fonctionne pas, et on fait de la surindividualisation, ce qui ne fonctionne pas. Donc il faut faire confiance au manager. Question, ils savent le faire. Des Phil Jackson, il n'y en a pas beaucoup. Alex, je suis très content de te recevoir. Tu as pour passion le cinéma, la psychologie, l'IA, l'entrepreneuriat. Et aussi, j'ai entendu dans un podcast, on en parlera d'intuition, tout ça. Donc, je me suis dit, j'allais m'amuser. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on ait un peu de contexte sur qui tu es? Alex Pachulski, j'ai 47 ans, je suis entrepreneur, auteur, blogueur, un peu touche à tout. Effectivement, passionné de cinéma, comme tu l'as dit, c'est un petit peu le fil rouge de toute ma vie. Et avec une passion pour l'humain et ce qu'il peut ou non révéler dans sa vie. C'est quoi que tu adores dans le cinéma? J'ai le sentiment que vivre sa vie, c'est écrire une histoire. Et que le cinéma nous rappelle à chaque fois que tout est possible. Alors ça fait très américain, parfois même démagogique, le tout est possible. Tu peux pas le dire forcément à tout le monde tout le temps. Mais quand tu regardes comment tu peux tirer un fil à partir d'un simple événement et en faire un film passionnant de 2h30, c'est presque un état d'esprit, je trouve, le cinéma, où tu te dis effectivement, t'as les cartes en main, c'est à toi d'essayer d'écrire un scénario qui va te passionner et passionner les autres. C'est quoi un des films qui t'a vraiment beaucoup inspiré? J'aime vraiment tous les styles, mais tu vois, le premier qui me vient, c'est amusant, c'est Forrest Gump. Parce qu'il est complètement en lien avec ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que Forrest Gump, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui est plutôt déficient, qui semble déficient mentalement, ouais, et qui va vivre une vie complètement hors du commun parce qu'il est dans une forme d'acceptation, de candeur, de naïveté, d'accueil. C'est pour moi un film qui représente bien un certain état d'esprit pour le coup de la vie dans l'accueil. Donc voilà, c'est le premier qui vient, mais j'en aurais 200 à te citer. Ça a été un processus conscient d'utiliser typiquement des frameworks de storytelling
du cinéma dans la manière de présenter ta boîte? Pas du tout. Moi, si tu veux, je l'ai souvent dit et parfois on m'a cartonné en disant ouais, tu parles marketing, c'est des conneries. Non, moi je suis vraiment un pur autodidacte. J'ai un doctorat, ok, mais je fais le doctorat sur un sujet A et je me lance j'ai un doctorat d'informatique, je me lance dans le conseil en ressources humaines avec un psychiatre. Ensuite, je commence à savoir ce que c'est qu'être entrepreneur et consultant et je deviens patron produit d'une boîte de logiciels. Finalement, CPO, ça ne veut rien dire. Justement, aide-nous à imaginer le quotidien, ton quotidien en tant que CPO aujourd'hui. Alors, il y a aujourd'hui et puis en 2007. Hein. Ouais, déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est regarder l'écosystème des compétiteurs. Okay. Qu'est-ce qu'ils proposent, quelle histoire ils racontent, sachant que beaucoup ne racontent pas d'histoire. Beaucoup vendent juste des features. Why not? Mais en tout cas, peu racontent d'histoire. Je ne les comprends pas très bien. En tout cas. Je comprends l'histoire d'Apple, je comprends l'histoire de Salesforce, je ne comprends pas toujours celle de mes compétiteurs. C'est une bonne nouvelle pour toi. Oui, mais en vrai, je considère qu'on a eu beaucoup de chance. Alors, c'est moins vrai de la jeune génération. Puisque maintenant, je commence à passer de l'autre côté. À la jeune génération, tu sens qu'elle a plus encapsulé la notion d'histoire. Donc, je regarde ça. Je regarde surtout, c'est les héros de mon histoire, les personnes au travail. Je regarde le Covid. Et je me dis, ça va changer quoi? De façon évidente. En regardant même ce que je vis moi, qui suis plutôt dans des conditions privilégiées. Donne-nous des exemples de choses que tu as découvert. Mars 2020, on reste tous chez nous. Et moi, je me dis, merde, 20 ans que je suis entrepreneur, j'ai peur de tout perdre, parce que j'ai eu peur. On se remet dans le contexte de mars 2020, tout s'arrête. Tu te dis, merde, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que finalement, tout ce que j'ai bâti, c'est un château de cartes? Vous avez été impacté, Talentsoft? Pas tant que ça, a posteriori. Mais encore une fois, en mars 2020, j'en sais rien. Non, je comprends. J'en sais rien du tout, voilà. Vu que je fais partie des chanceux, je vais avec des potes dans une maison de campagne. Donc l'archétype du gars qui va dans sa maison de campagne, pas dans le 25 mètres carrés coincé chez lui. Mais je me dis, en fait, quand à 18h, je finis de bosser et je vais faire du vélo dans la forêt, et je me dis, mais en fait, c'était quoi le but de tout ça? C'était un jour vivre ça. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite? Il suffit de se mettre dans une maison et puis voilà, le soir, tu fais du vélo. Tu n'as pas besoin d'être richissime pour un jour te dire, j'aurai assez d'argent et je serai assez tranquille pour faire du vélo. Je me dis ça moi, alors que je suis fou de mon job. J'ai eu de la chance, ça s'est bien passé. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens qui, en plus, rament, souffrent au boulot? Ils vont se dire, non, attends, je ne vais pas recommencer comme avant. Bon, ça n'a pas raté, un an plus tard, il y a 120 articles par jour qui te disent, ça n'a pas recommencé. Donc, du coup, je me dis, côté Talentsoft, waouh, on va les aider comment? Il va se passer quoi? Les ressources humaines, ça va changer quoi dans leur processus? Ça change très concrètement qu'il faut demander davantage aux gens leurs aspirations, quels étaient ou quels sont leurs rêves. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, ces rêves, ils vont prendre plus de place, les frustrations, elles vont prendre plus de place et qu'ils ne vont pas pouvoir recommencer comme hier. Ce que montre le déconfinement du 9 juin, avec les salariés d'Apple, bon, il y en a 80, il faut relativiser, mais qui écrivent à Tim Cook en disant « No way, on ne vient pas au boulot, sinon vous allez perdre trop de gens ». Il y en a plein qui ne veulent plus revenir. J'ai juste tweeté en disant « Bon, bah, ça me rassure, parce que si chez Apple, ils se disent ça, c'est normal que chez moi, ils le disent aussi. » Et du coup, mon job, c'est de décrypter ça, c'est d'encapsuler dans la conversation entre un manager et un collaborateur, aider le manager à faire accoucher ça du collaborateur. Il faut de la confiance. Les managers, souvent, ils n'ont pas les compétences. À quoi je veux utiliser l'intelligence artificielle? Donner des tips aux managers pour les aider à mieux connaître leurs collaborateurs, leurs collaboratrices. Et quand certains compétiteurs ne regardent que les responsables des ressources humaines, pas tellement les gens, ben ils regardent comment améliorer un process. Comment tu m'aides, moi, manager, là, quand tu me dis tu vas m'aider avec un petit peu d'IA, avec un petit peu de tips, à mieux récupérer cette information, ce ressenti d'un de mes collaborateurs dans mon équipe, ça va se passer comment, en fait? Tu as un outil qui s'appelle conversation continue, parce que je crois pas au côté tu te vois 2 fois par an et on va se connaître. T'as qu'à essayer ça dans ton couple, ça va faire des miracles. Il n'y a pas de raison que ça marche. On fera des performance review 1 fois par an. Voilà, c'est ça. Non, chérie, non, c'est ce soir, avant tu le fais pas. En fait, le truc, c'est que c'est tout aussi idiot en fait, entre un manager et un collaborateur. C'est une relation. Elle est professionnelle, mais c'est une relation. Donc si c'est 2 fois par an, je te laisse imaginer à quel point ça va être intime et sincère. Donc en fait, tu donnes un outil au manager et tu peux créer une sorte de ce qu'on appelle les check-in, où tu dis qu'est-ce que tu voudras de quoi tu voudras qu'on parle dans notre prochain point, qui peut être dans 2 jours, dans 3 jours. Ça, c'est qui répond? Alors ça, c'est le manager qui décide, qui crée des points, et le collaborateur crée des points. Les deux peuvent créer des points, en disant il ne faudra pas qu'on oublie de parler de ça. C'est ta liste de courses, pour le coup, sur le post-it sur le frigo, il ne faut pas oublier d'acheter le dentifrice ce soir. Ouais. La même chose. Okay. L'IA arrive où? Elle regarde un petit peu ce que le collaborateur fait,
les offres d'emploi qu'il regarde, les offres de formation qu'il regarde, les sujets qu'il lit. Qu'il lit, comment tu sais ça? Tu le sais parce que dans la plateforme, on a des nouvelles qu'on pousse et on voit qui ouvre ces nouvelles. Okay. Du coup, on a vraiment... Des centres d'intérêt. Et oui, mais c'est vraiment du B2C, hein. On n'invente rien du tout. Avec un cookies qui est juste au démarrage, un opt-in du collaborateur qui dit « je suis OK pour utiliser Talentsoft ». En gros, le point, c'est d'aider le manager en disant « je ne sais pas si tu sais, mais Caroline, en fait, elle a l'air passionnée de design. Ça n'a rien à voir avec son boulot, elle est comptable. » Et du coup, tu mets ça dans un point du type « Caroline, tu as l'air passionnée par le design. » Alors là, tu vois, une fois que je te dis ça, on va le faire d'une façon qui est conforme à la France, à l'Europe, avec la CNIL, la GDPR, parce que où est la limite entre la violation de la vie privée, entre guillemets, et puis la vie professionnelle. Donc il faut faire ça avec toutes les précautions propres à l'Europe, qui sont très différentes de l'Asie, très différentes de l'Amérique. Et une fois que tu fais ça, tu ouvres une porte. Alors, parfois, c'est la boîte de Pandore. Parce qu'elle va te dire « ouais, j'en ai ras-le-bol d'être comptable, je vais être designer ». Là, le manager, il est effrayé, rebelote. TS vient en disant « non, n'aie pas peur ». Parce qu'en fait, si jamais Caroline s'en va, voilà tous les talents qui pourraient être intéressés par le fait de venir dans ton équipe. Et voilà comment tu racontes une histoire professionnelle et que des gens qui ont peur de perdre un talent, finalement sont rassurés parce qu'ils voient qu'il y en a d'autres. Et on essaye, c'était mon mojo en 2007, fluidifier le marché de l'emploi. Là, tu fluidifies la vie de l'entreprise. Et c'est vrai que mon rêve reste de fluidifier le marché de l'emploi. Ça veut dire, est-ce qu'on peut créer des passerelles inter-entreprises? Je voudrais dire que par exemple, j'ai quelqu'un dans ma boîte qui est plus si épanoui que Talentsoft puisse me mettre ou le mettre en relation avec une boîte qui a besoin de lui. Ouais. Et qui en gagne du temps dans le transfert. Pareil, avril 2020, tu as Corian qui a un client dans la santé, qui a besoin de bras, besoin de gens. Et puis au même moment, tu as tous les clients du retail qui ont tous leurs collaboratrices, collaborateurs en chômage technique, tu vois, enfin chômage partiel plutôt, et qui sont à l'arrêt. Évidemment qu'il faut un outil qui dise Corian a besoin d'aide, qui veut y aller, qui est presque des prêts de personnes. Plutôt que de les mettre au chômage partiel et que ça coûte à l'État. Que les gens souvent ne voulaient pas, ils voulaient aider. Moi, je te jure, en tant que citoyen, je voulais aider. Alors, malheureusement, je ne suis pas médecin, je fais du logiciel. Ça, c'est une façon d'aider aussi. Ça, c'est l'avenir pour moi, tu vois. Ce côté, on dit toujours d'ailleurs, la possession, c'est fini, c'est l'ère du flux, en pensant à acheter une maison plutôt que d'utiliser Airbnb. Mais pourquoi on n'aurait pas ce raisonnement en RH? Et d'ailleurs, depuis 6-7 ans, il y a une idée de RH liquide. Ce serait cette idée qu'il y ait beaucoup plus de fluidité dans la mobilité. On pousse la gig économie à l'extrême, mais moi je pense qu'il faut réinventer le marché de l'emploi à ce niveau-là. Cette idée de freelance, c'est un peu cette idée. Oui. Freelance, mais un peu plus encadré. Ce freelance, aujourd'hui, ça veut dire que si tu vas demander un prêt à la banque pour t'acheter un appart, c'est la galère. Ça veut dire ça, freelance aussi. Ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux, je choisis mes clients, et ça, c'est aussi un fantasme. Tu choisis tes clients, il faut avoir un paquet de commandes et de possibilités avant de choisir tes clients. Sinon, il faut payer le loyer, quoi. Et du coup, là, l'idée, c'est ce qui pousse les gens à devenir freelance, cette envie de s'adonner à quelque chose qui a du sens pour eux, mais quelque part que tu accompagnes au niveau d'un marché entier et qui peut être accompagné par des logiciels comme moi, qui pourraient être accompagnés par de nouvelles réglementations du Code du travail. C'est une nouvelle vision du travail, en fait, mais qui n'est pas si loin. Et en tout cas, le Covid vient de donner un coup d'accélérateur par là. Tout ce que tu as dit, ça me donne envie de te poser plein de questions. Donc, première question, c'est quoi une bonne fourchette de fréquence d'échange avec son équipe? Là, je te donne mon expérience. Moi, j'aime bien une fois par semaine avec l'équipe ou une fois toutes les 2 semaines. Mais c'est un vrai moment quali. C'est-à-dire, c'est pas le moment où t'en as un qui regarde les emails, l'autre qui pionce à moitié, ou voire même il va partir en week-end ou il va se marier, il a la tête ailleurs. C'est un moment où tu sais que les gens, a priori, sont dispo. C'est toujours la même date pour toi? Justement, non. C'est vrai que c'est très très dur quand tu ritualises pas le rendez-vous, parce que les gens calent toujours des rendez-vous à droite à gauche, mais ça demande un peu plus d'effort que d'essayer de faire un truc un peu glissant. Mais si tu veux être sûr que les gens soient dispo ce jour-là, ça me semble intéressant. Tu dis c'est le lundi, mais à 2-3 semaines, tu regardes ce lundi-là, ça va vous aller, sinon on peut le faire mardi. Mais c'est une fois par semaine. La première chose qui m'importe, c'est où j'en suis de mon équipe. L'équipe est bien soudée, elle va bien, ou là ça se délite un peu, il y a quelqu'un qui est pas bien, il y a un conflit dans l'équipe, il y a un stress dans l'équipe. Ça, c'est des questions que tu te poses en amont, toi. C'est des questions que je me pose en amont, mais le début, pour moi, c'est faire un peu éclore ça. Et comment tu fais du coup? Évidemment, ça va commencer par un petit tour de table individuel, de voir un peu où les gens en sont, comment ça va, quelle est leur actu, quel est leur concern. Moi, le côté vie pro, vie perso, ça marche pas. Moi, je crois au côté vie publique, vie intime. C'est vraiment un truc qu'il faut ultra respecter.
Mais le côté ah non, on est au travail, donc tu peux pas me dire que tu as eu un super week-end. On est au boulot, alors ça, no way. Je travaille avec des gens, je veux les connaître. C'est un super framework intime par intime. Par contre, l'intimité, c'est effectivement... Mon grand-père, en plus, était un fou furieux de ça. Et il disait toujours, si les gens veulent te dire quelque chose, ils vont te le dire. Donc, faut pas aller creuser à l'extrême. L'intime, pour moi, finalement, c'est presque la zone de ce dont j'ai pas envie de parler et ne venez pas trop dans mon espace. Tu vois, c'est l'espace où c'est pour toi, c'est ton jardin secret. Et puis le public, bah écoute, de toute façon, à l'ère des médias sociaux et compagnie, distinguer pro et perso, good luck, quoi. Il faut aller pour moi sur ce terrain-là parce que on n'est pas différent à 9h01 d'à 8h59. Quelqu'un qui va te dire ah bah non, il est 9h01, alors tes gosses ont eu le bac, tu viens de divorcer. Non, je veux pas entendre parler, c'est le boulot. Ose me dire que ça n'a pas influencé ta journée. Honnêtement, désolé, mais c'est crétin, vraiment crétin de pas prendre ça en considération. Ou alors bossons avec des robots. Ça ira plus vite, quoi. C'est-à-dire, laisse tes émotions de côté, mais surtout pas. Les émotions, c'est le moteur. C'est parce que je veux que tu aies des émotions au travail, que tu sois aussi touché par un client qui t'engueule, parce que ce qu'on fait te concerne. Et donc, tu voulais pas le décevoir, tu voulais pas trahir sa confiance, tu voulais aider. Tout ça, c'est des émotions. Si tu viens avec des animaux froids qui... Ah non, c'est du boulot, moi je fais ce qu'on me dit de faire, je parle pas de mes ressentis, ben, je peux te dire que ta croissance, tu peux l'oublier. Alors du coup, pour imaginer, là, pour arriver à justement rentrer dans mon film avec toi, c'est une équipe de combien en direct Moi j'aime bien 5-6. On est en physique ou en remote? Ce moment-là, moi j'aime bien le physique. Ok, on est en physique, on est 5-6 et tu vas... Tour de table. Tour de table, comment ça va? On est en rond. C'est quoi la question du coup? C'est quoi ton concern du moment? C'est quoi ton concern du moment? Et là, tout est ouvert. Tout est ouvert. C'est du divorce à j'ai un client que je vais avoir à 14h, je vais avoir un problème. Il y a un timing par personne? Oui, tu as 1 heure de réunion. De toute façon, j'ai pas une capacité de concentration comme ça où on va me bombarder de PowerPoint, machin. Donc on a 1 heure pour tout couvrir. Voilà, et tu vas prendre un quart d'heure, mais un quart d'heure super quali. Pour faire tout le tour. Ouais. Okay. Tu vas dire, waouh, c'est quand même beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est pas assez même. Mais voilà, et tu peux pas faire que ça non plus. De là, tu avais un agenda où on se disait, aujourd'hui, on a un point qui est vraiment clé pour l'équipe. Pareil, ça sert à rien d'en faire 5. Fais-en un bien, vraiment un vrai point à l'agenda. Et tu laisses toujours du gras, donc ça va être 1 demi-heure pour ce point. C'est le truc qu'on doit préparer, faire, parler, discuter, ce que tu veux. Et tu as le quart d'heure de gras parce que, même chose, si dans ton premier quart d'heure émerge quelque chose, et que de toute façon tu en dis « Ah, super intéressant, ouais, c'est con, on n'a pas de place à l'agenda. » Ça sert à quoi de demander aux gens quel est leur concern du moment si de toute façon ton agenda ne permet pas d'en parler? Donc tu laisses toujours une zone de latitude, et c'est vrai que là où moi je suis un très grand ou très mauvais manager, j'en sais rien, c'est que ma demi-heure de points que j'avais prévue, elle peut sauter facilement si je sens qu'il y a un truc plus important. C'est ce que certains me reprochent. Ils disent « T'es pas carré ». Non, je suis pas carré parce que la vie, c'est pas carré. Et s'il y a un truc hyper important qui a émergé, moi, ce qui compte, c'est à la fin de ma journée. L'humain, quoi. À la fin de même plus que ça, parce que je suis pas que dans l'humain. Encore une fois, on doit faire tourner une boîte. Je suis pas idiot, je dois payer leur salaire. J'ai aucun problème à changer 1000 fois de priorité, d'objectif. Si je sens qu'il y en a une plus efficace. J'ai pas d'ego sur, je me suis trompé, j'ai pas d'ego sur, ah merde, alors vraiment, mon pari était complètement à côté. Il faut qu'à la fin de ta journée, à la fin de ta semaine, à la fin de ton année, tu te dises, ce que j'ai fait, c'était le truc le plus important que je devais faire. Et dans la semaine, il peut émerger quelque chose de plus important que ce que tu croyais. Là, j'entends déjà des gens qui nous écoutent, ils n'ont pas lâché de me dire « Ah bah super, comment tu t'organises ?» Ben ouais, alors ok, tiens tes objectifs, organise-toi bien et coche tes petites cases sur ton agenda. Et puis laisse passer tout ce qui était plus important. Comme ça, tu es un bon élève. Tu as bien coché tes cases, c'est cool, tout le monde est content, tu auras une bonne note. Mais tu n'auras que dalle. Parce qu'en fait, c'est le plus important qui doit être traité. Et il faut... On parlait d'acceptation au début de Forrest Gump, tu vois, finalement on va y revenir. Là, c'est quoi la force de Forrest Gump? Quand il y a quelque chose, un événement qui survient, lui, il est dans l'instant. Il est dans l'instant présent. Donc s'il sent quelque chose qui est plus important, il suit ça. Par contre, parce qu'on n'est pas des poissons rouges, on n'oublie pas qu'on devait faire autre chose. Tu le notes et tu y reviendras si, et seulement si, c'est toujours important. Parce que la magie des to-do list, c'est que si tu les laisses assez longtemps dans ta to-do, elles disparaissent toutes seules. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te rends compte que les trucs, les game changers, ce qui avait vraiment de l'impact, ce qui allait vraiment changer la donne, en fait, ça se résout tout seul. Tu vois, comme du sable, c'est un château qui s'effrite. Par contre, parfois, il y a des trucs où ça s'effrite pas. Là, tu tiens un vrai sujet. Et les grands managers, pour moi,
sont ceux qui savent vraiment, comme des yeux laser sharp, tu vois. Ils savent ce qui est important, ils savent ce qui n'est pas, et parfois contre l'avis de tous. C'est fascinant. En plus, en tant que CPO, il y a un vrai enjeu. Et moi, ça pourrait être une tendance que j'aurais typiquement, auquel c'est important que je fasse attention. C'est je vois plein de startups qui vont cumuler plein de features à leurs produits plutôt que de faire très très bien les 3 features qui comptent. J'ai pas fini un livre là, qui s'appelle Simplicity ou un truc comme ça, qui a été écrit par quelqu'un qui a eu un rôle majeur chez Apple. Il était au niveau marketing et il a passé beaucoup de temps avec Steve Jobs et son obsession justement de la simplicité. Et justement, cette simplicité, c'est pas dans le sens que c'est facile, quoi. C'est compliqué de faire de la simplicité. Et d'enlever tout ce qui ne compte pas, j'aimerais qu'on creuse. Tu as l'air d'être créatif, d'avoir des idées. En plus, forcément, écouter les gens donne des idées. Les gens peuvent même te donner des idées. Des équipes aussi, j'imagine, ont plein d'idées. Tu pourrais créer un monstre. Tu pourrais créer Talentsoft, de venir créer toutes les features qu'on te demande. Et comme tu l'as dit, dans ce côté pari, au-delà du côté bon élève, il y a un côté rassurant. Si tu fais plus de features, il y a un peu ce côté, je prends moins de risques parce que j'ai moins misé sur un cheval, j'ai misé sur plusieurs chevaux et je réussirai peut-être moins bien, mais de tout ça, il y a peut-être une feature qui va marcher, qui va plus plaire. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail pour essayer d'apprendre de ça en fait. D'abord, je dois être honnête, on en a trop de features. On en fera toujours trop parce que ce processus de dire non à des clients, pourquoi ça fait peur d'abord? Parce que tu as 10 clients, ils te demandent 10 choses. Et tu es en pleine croissance. Tu en fâches 9, tu fais comment? Alors là, d'abord, ce que j'ai appris, un tip que je peux donner, c'est qu'il faut réunir les gens. Souvent, on croit qu'il faut diviser pour régner. En fait, ça, c'est faux. On a plutôt fait l'inverse chez Talentsoft. On réunit les gens. Les gens, c'est qui? Les clients. Okay. Les clients qui nous font 10 demandes. Donc 10 RH qui nous font 10 demandes. Tu les mets ensemble. Tu les mets ensemble. Alors sur un sujet commun, le recrutement par exemple, pas recrutement, formation, je sais pas quoi, sur le recrutement. Et là, chacun explique son idée. Et en fait, c'est un peu eux qui vont réguler parce que tu peux pas dire oui aux 10. Donc il faut que quand quelqu'un pousse une idée, les 9 autres se disent « Ah oui, non, ça c'est pas comme ça que je le ferai ». Et d'abord, ils vont prendre conscience que nous, Talentsoft, c'est ça notre réalité. C'est que les gens nous demandent de faire des trucs super différents et qu'on peut pas dire oui à tout. Déjà, tu fais ça, tu as déjà gagné. Tu peux réduire ton ça budget. met une dimension d'un coup humaine. C'est pas juste un client. Les gens sont pas des fumiers. Les gens vont pas te dire « Ah, je veux rien savoir ». Non. En fait, tu peux amener finalement, même dans la réflexion, puisque toi, tu dois savoir quelle est la bonne idée. Réfléchis avec les gens qui te posent des questions. Un jour, je te jure que c'est vrai, un client te dit « Ah oui, non, effectivement, je comprends que vous puissiez pas faire ça. Et il vaut mieux prendre l'idée de madame un tel ou monsieur un tel, parce qu'effectivement, nous, c'est trop particulier. » Donc ça, déjà, c'est une première chose. Ensuite, on a tout résumé, encore une fois, avec la peur de passer à côté de quelque chose. En fait, tu sais, les patrons produits, c'est des faux mots, quoi. C'est des mais ouais, c'est des faux mots. À chaque fois que tu prends pas une feature, tu te dis « Ah ouais, non, peut-être quand même que celle-là. » Alors en fait, moi, je ne sais faire qu'une chose. Encore une fois, pour le coup, je suis un garçon assez simplet. Je veux aller où? C'est quoi ma vision produit? Comme tu l'as compris, le manager, je suis convaincu que c'est le cœur de la transformation des entreprises, c'est le manager. Du coup, s'il y a 10 features, déjà qu'il n'y en a que 3 qui parlent du manager, je sais quoi faire des 7 autres. Ensuite, sur les 3, laquelle est la bonne? Donc, il faut que je raffine ma vision. C'est quoi ma vision du manager? C'est qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'il trouve ce juste milieu, comme je te l'ai dit, entre une individualisation du rapport avec chaque membre de son équipe et créer une alchimie, un cap commun. Eh ben, je vais regarder la feature qui parle de ça. Est-ce que vraiment, il va y avoir 3 features qui parlent de ça exactement? Mettons le cas le plus compliqué. Oui, les 3 features parlent exactement de ça. Ah, alors ça se complique. Ben, laquelle, je pense, va m'y amener le mieux? Tu vois, la notion de pari, elle ne vient qu'à la fin. En fait, j'ai raffiné, j'ai mis des filtres. Donc, c'est pas des paris, j'ai mis des filtres. C'est-à-dire, j'essaie d'être aligné avec ma vision. Oui, c'est ça, en fait. Ta vision, ta mission te donne déjà un vrai filtre. C'est un GPS incroyable. Déjà, tu sais, là, il n'y a pas souvent, pas besoin de pari. Mais à un moment donné, effectivement, le pari peut arriver, mais tu vois, rien que sur ce court raisonnement, ça arrive vraiment à la fin, à un moment donné, effectivement, tout se vaut. Ben, c'est comme exactement quand on te propose 3 destinations de vacances pour cet été, que c'est la petite île géniale en Grèce, le gîte incroyable en Finlande ou en Islande avec aurore boréale garantie, et puis la maison à Miami avec machin. Écoute, les 3, c'est 3 bons choix. La question, c'est laquelle te correspond plus à toi, David?
Et si tu aimes tout, tu aimes la mer, tu aimes l'Islande, bah écoute, tu sais quoi? Choisis un des trois. À mon avis, tu fais pas de mauvais choix. Et là aussi, ça te tranquillise. Faut se calmer, quoi. C'est-à-dire, en fait, parfois, à la fin, il n'y a pas de mauvais choix. T'en choisis un, puis tu verras bien. Tu vois, ce truc d'être noté de « Non, mais il y en a un bon qui existe quelque part dans l'univers, il faut que je le trouve. » Mais merde, on joue pas au bonto, quoi. C'est pas du bonto, le produit, quoi. Non, en fait, il y a peut-être... à chaque fois, il y a 3 billets sous 3 verres. Il n'y avait pas qu'un billet. Tu vois, ça, faut se l'enlever de la tête. C'est pas du bonto, le produit. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant bien avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions. Dans le cadre de Talentsoft, certaines features, elles peuvent prendre des vraies ressources, alors des ressources humaines, des personnes, de l'argent, la tech, ça coûte cher. Dans l'interview que j'ai faite avec Marc Simoncini, je crois qu'il avait pris la métaphore de tu étais persuadé qu'il y a une île. En fait, il n'y a que toi qui penses qu'il y a une île et tu t'en rends pas compte et tu continues et du coup, tu mets tellement de ressources sur une île qui n'existe pas en fait. Et donc, tu vas couler quoi. Et lui, je crois, il prend l'exemple il a voulu investir dans des dameuses à la montagne. Il croyait dans l'idée des dameuses françaises, mais il s'est rendu compte qu'en fait, les Françaises n'en avaient rien à faire d'investir sur des dameuses qui sont françaises. C'était son kiff, mais au final, les stations de ski et les clients s'en foutent. Une dameuse italienne ou chinoise, tant que ça dame, ça dame. Donc, tu as fait un pari, ok, tu as choisi. Après, tu lances le plan. Il y a là une nouvelle question qui est à quel moment je casse ma décision. Et si on pouvait prendre des exemples de ton parcours. D'abord, moi, c'est Marty Kagan qui m'avait dit ça à New York 2014, je crois. Il ne faut pas tomber amoureux de son produit. C'est important, ça. Et c'est super contre-intuitif, puisque je te parle que de passion, je te parle que de cœur depuis le début. Et pourtant, il ne faut pas tomber amoureux de ton produit. En fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Il faut écouter. Je donne souvent l'exemple de la vie de tous les jours. J'arrive au bureau, la standardiste me regarde bizarre, elle ne peut pas me le dire, mais... regarde mes vêtements comme si un peu j'étais mal habillé. Bon. Je monte dans l'ascenseur, j'ai un collègue qui me dit « Tiens, il est bizarre ton pull. » J'arrive, je me suis au bureau, et puis il y a une collègue que j'adore qui arrive et me dit « Il est bizarre ce pull. » Au bout de combien de personnes qui te disent que ton pull est bizarre, tu te dis qu'il faut rentrer chez toi parce que tu es mal habillé. En fait, l'histoire de Marc Simoncini, c'est « Mon pull est génial et je vous emmerde tous. » Je dis pas que c'est ce qu'il a fait, Oui, mais ça s'appelle tomber amoureux de son pull ou de son produit. Ça le fait pas, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est peut-être pas toi pour toi, parce que tu es peut-être vraiment super sûr de toi, ou tu es le futur designer. Eh oui, il est probable, Weddy Slimane, sur ses premiers costumes super fit, il y a des gens qui ont dû dire « T'es malade, c'est pas pour les hommes ce truc-là. » Souvent, quand même, les mouvements nouveaux, avant-gardistes, t'as beaucoup de gens qui vont te dire que c'est débile. Alors d'abord, il faut te demander des Weddy Slimane, t'en as combien par siècle? C'est un ami qui me disait ça, et il avait... complètement raison, il me dit, tu sais, Alex, il y a 5 grands penseurs par siècle, on n'en fait pas partie. Nous, on ne fait que livrer une pensée, mais c'est ok, livre une pensée. Tu penses quoi de ça? Oh, je suis d'accord. Moi, j'ai pas créé grand-chose dans ma vie. Par contre, j'ai livré mon interprétation. Je pense que j'ai une interprétation qui est personnelle, mais j'ai rien inventé, quoi. Là, si tu veux, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que à un moment donné, quand tes clients te disent, je comprends pas ton idée, Alex, quand tes collaborateurs te disent « je comprends pas ton idée, Alex », t'es peut-être un génie. Ouais. Et il faut peut-être écouter personne. Et ça, c'est un gros pari, de penser que t'es un génie et que t'as raison seul contre tous. Alors en fait, regarde Steve Jobs. Ça, c'est intéressant. T'as peut-être raison. Mais t'as peut-être raison un peu tôt. Regarde, c'est intéressant l'histoire de Steve Jobs, hein, toutes ses intuitions. C'était quasiment toutes bonnes, mais elles n'étaient pas toutes bonnes au bon moment. Et donc, c'est tout ça que, si tu veux, la vie, moi, je pense, te répond toujours. Tu as des signaux, tes clients, ta femme, tes amis, toi, un bug. Et en l'occurrence, Marc Simoncini, sur cette histoire très concrète, si tout le monde te dit on s'en fout, la question c'est quelle énergie j'ai envie de mettre pour retourner la vie des Français, retourner la vie du gouvernement. Oui, à quel point c'est ta mission en fait, ou ta certitude, quoi. Et c'est jouable, je pense que tout est jouable, vraiment tout. Mais tu as l'énergie pour ça.
Est-ce que mon but dans la vie ce matin-là, c'était de convaincre les gens que mon pull était génial? C'est pas si compliqué. Il y a un truc qui s'appelle un peu mettre ton ego dans la poche. Et surtout, écouter, te lever, être ouvert, accepter. En fait, c'est que des trucs qu'on attribue des qualités très féminines. Tu sais, d'ouverture. on est dans les archétypes, hein, parce que si on vient au taoïste, les hommes ont aussi autant de yin que yang, mais on est tous mal équilibrés. Et en général, les femmes sont plus femmes, les hommes plus hommes. Bon, ça me paraît pas fou, mais le but de la vie, c'est aussi de trouver cet équilibre. Et en l'occurrence, ces qualités d'acceptation, d'être dans l'ouverture, je crois que c'est la clé. C'est pour ça que je crois plus au cœur qu'à l'intellect. C'est qu'à un moment donné, notre monde est tellement complexe. Je vois pas un cerveau humain faire des choix. Je crois à l'intelligence artificielle, qui, du point de vue de la processisation des informations, est beaucoup plus puissante que notre cerveau humain, mais il lui manque toute la dimension organique, sentiments et autres. Voilà. Il y a un concept qui est très populaire en startup. Il y en a deux du coup qui sont reliés indirectement. MVP, Minimum Viable Product, et aussi le Graal, le Product Market Fit. Alors dans le MVP, la légende, c'est que teste ton idée avec un tableur Excel hyper simple. On est habitué à des Spotify, Facebook, Insta en termes du X, et on est habitué à des interfaces qui sont hyper chiadées et intuitives à utiliser. La question que j'aimerais te poser justement dans cette notion de features et de feedback, imaginons tu as une idée de features. Aujourd'hui, avec le budget que tu as investi en développement, fait que tu n'as pas encore justement pu créer ce côté fluidité, etc. Tu as tes clients qui te disent bah non, en fait, ça marche pas ou j'aime pas, ou alors qu'ils l'utilisent pas, c'est une autre forme de feedback, ils n'utilisent pas la features. Comment tu vas justement arbitrer là par exemple entre te dire tiens, en fait, non mais ils me disent pas forcément qu'ils aiment pas, mais c'est juste qu'ils utilisent pas, mais c'est pas lié que l'idée elle est pas bonne, c'est qu'il y a besoin de plus de budget de développement pour arriver à créer le truc évident. Écoute, d'abord, j'aime pas la notion de MVP. Je préfère aussi celle de Marty Kagan, hein, c'est pas du tout de moi, de MLP, Most Lovable Product. Tu fais pas un produit pour que ce soit viable, on s'en fout que ce soit viable. Faut que les gens l'adorent. Donc, faut partir sur le MLP. Je trouve que dans le mindset, c'est assez différent. Parce qu'encore une fois, par notre culture d'ingénieur, c'est bon, ça marche. Ok. Ça intéresse quelqu'un sinon qu'il soit viable, j'aime pas cette expression. Alors, je comprends ce qu'il y a derrière, hein, mais je préfère la notion que les gens l'aiment. Donc, minimum Lovable product. Donc, en gros, c'est l'idée. Quelle est la version minimum qui commence à générer du wow, quoi. Parce qu'avant ça le fait pas, de toute façon. Ouais. Que ce soit juste viable, ça le fait pas. Je peux te dire que des MVP qu'on plus, j'en ai fait plein. Ça n'a pas fait des hits pour autant. Après, tu as presque répondu toi-même. J'aime bien distinguer deux choses. L'idée, ça coûte pas cher de tester, c'est une bonne idée. Je te jure. Tester, c'est une bonne idée. Va parler aux gens. Et quand tu vois l'étincelle dans les yeux de tout le monde, bon, tu sais que tu as un truc. Après, le problème, c'est l'exécution. Et c'est ça que le MLP vient valider. C'est Josh Bersin, qui est un analyste qui est très connu dans le domaine du SIRH, qui dit toujours, bon, les bonnes idées, c'est très bien, mais la différence aujourd'hui se fait sur l'exécution. Je le rejoins complètement. Moi, je suis le gars qui donne ses idées de boîte à tout le monde. Alors, est-ce que je suis arrogant? Non. C'est juste, je sais que de toute façon, ça jouera sur l'exécution. Et si j'ai passé, ça fait 10 ans, là, j'ai une idée, ça fait 20 ans que j'y pense. Je peux te donner l'idée, David. Ça fait 20 ans que j'ai réfléchi. Donc, de toute façon, j'ai pris un chouïa d'avance sur l'exécution. Et tu sais quoi? Si tu arrives en un mois à faire mieux que moi, c'est que je la méritais pas et je suis super heureux pour toi, quoi. Donc, il faut vachement se détendre aussi sur je peux pas trop en parler, attention, je vais me faire pied. C'est connerie. Si tu vis avec ton idée, vraiment, tu l'as ici, t'inquiète, tu vas exécuter mieux. La question, c'est est-ce que tu vas bien l'exécuter? Donc, est-ce qu'il faut beaucoup de budget? J'en suis pas si sûr. Il faut beaucoup d'imagination. Parce que, en fait, je reviens au cinéma. Tu te rends compte que tu peux faire des films avec des bouts de bois, quoi, avec rien. Non, c'est pas tant une question de budget. On le voit avec les grands groupes qui bien sûr. dépensent 100 millions d'euros. Le FBI, par exemple, qui a créé une application pour essayer de, entre autres d'ailleurs avec de l'IA, je crois, repérer des serial killers. Et en fait, leur truc a jamais fonctionné. Au final, c'est une boîte privée qui les a aidés. On va prendre une idée très simple sur les MVP ou MLP. C'est tu veux faire un site web, tu crées des faux boutons. Et tu vois si les gens cliquent. Si tu cliques à un endroit, ça peut valider l'intuition, alors soit de la UX, que ce bouton est au bon endroit, soit que la feature derrière ce bouton va bien être un hit. Donc tu vois, le faux bouton, c'est un truc connu. Et puis là, tu as le petit message, sorry, ça va arriver, mais toi, tu sais qu'il faut que ça arrive du coup. Ça, tu vois, c'est une bonne technique. Par contre, il faut être sûr que tu testes la bonne idée. Et c'est ça le secret. Et on revient sur les choix, David.
Et tu as plein de trucs à tester. Il y a un truc qu'il faut que je teste, c'est pourquoi les gens iraient sur cette page. Pourquoi ils y reviendraient? Parce qu'acquisition, c'est une chose. Tu peux en parler ou pas? Pas plus que ça, là. Parce que moi, c'est une chose, mes équipes sont une autre. L'idée, en tout cas, c'est de se dire, il faut vraiment qu'il y ait un jus de cerveau hallucinant pour tester la bonne idée. C'est ça qui coûte cher. C'est pas le faux bouton. Ce qui coûte cher, et là, pourquoi on met des budgets, c'est que souvent, pareil, on fait pas de choix. Donc, tu mets 15 boutons et tu vois où les gens cliquent. Non. Ça, c'est la solution des grands groupes qui ont plein d'argent. Quand t'en as pas de fric, il faut pas te tromper. Il faut choisir le ou les 2 boutons éventuellement, et tu verras. Mais c'est entre 2 choix, pas 15. Et je te jure, combien de boîtes font ces erreurs-là? Donc tu vois, même sur l'argent, non, c'est pas tant l'argent. La question, c'est, ça coûte combien de temps d'arriver à raffiner? Et d'ailleurs, c'est très rigolo, il y a un proverbe qui dit « Désolé, j'ai pas eu le temps de faire plus court ». Ce qui revient à ton idée de la simplicité. C'est très long pour arriver à ces 2 boutons. Si tu veux pas prendre de paris, si tu n'as pas d'idée, si tu sais pas brainstormer avec ton équipe, si tu n'écoutes pas les gens, ouais, avant d'arriver à trouver ce bouton-là, ouais, je suis d'accord, ça te coûte un gros budget. Mais c'est pas vrai, c'est pas le bouton qui coûte cher. C'est les non-choix qui coûtent cher. C'est hyper intéressant. Est-ce que vous avez défini des émotions particulières que vous voulez que le client vive souvent? Ouais, en fait, vu que le purpose de Talentsoft, c'est l'épanouissement au travail, on veut provoquer beaucoup de curiosité, en fait. On pense qu'un des leviers de l'épanouissement, c'est la curiosité. C'est donner aux gens vraiment l'étendue des possibles. Parce que c'est très dur de savoir ce qui nous touche vraiment. À l'école, on ne nous a pas toujours appris à savoir ce qui nous touche chez nous. C'est comme les enfants, tu es obligé de mettre beaucoup de choses sur la table et tu vois vers quoi ils vont. Et ce qu'on veut qu'ils ressentent, c'est... alors, le mot émerveillement, si je dis ça, ils vont se dire, il fait pas du Pixar quand même, hein, il fait un CRH, quoi. Mais il y a quand même un petit peu cette notion-là, c'est qu'on cherche tous l'effet waouh. L'effet waouh, c'est genre, ah ouais, tiens, ça c'est intéressant, j'y avais pas pensé. C'est waouh, ah ouais, c'est bien pensé, ça c'est super pratique et ça me manquait. C'est ce que j'aime le plus entendre. Ah ouais, je l'avais pas, ça me manquait, c'est cool que vous l'ayez fait. Alors, c'est pas si dur de trouver ce qui manque dans le logiciel. En fait, tu regardes ce que tes concurrents suivent comme but, donc tu as une assez bonne idée de ce qu'ils veulent procurer. Et si toi, tu penses qu'il manque un truc, bah, tu te concentres là-dessus et tu te dis effectivement ce qui manque aux gens, c'était l'émotion. L'émotion en entreprise, ça n'existe pas, tout le monde s'en fout. C'est le plus important. Donc, on va essayer de procurer l'émotion un peu du soulagement aussi. Genre, j'en avais besoin, je l'ai. Là, le soulagement, c'est un truc, on n'en parle pas assez, mais moi, j'ai envie de procurer ça. C'est super intéressant parce que donc, tu passes, ce qui est normal, une partie de ton temps à regarder ce que font les produits concurrents. Comment tu arbitres entre ça, je vais copier, c'est hyper intéressant, et à l'inverse, je vais me concentrer sur ce qu'ils font pas? J'ai un écueil, je benchmark très peu, moi. Mais quand je parle de jeu, en fait, c'est un jeu collectif. Oui. On a une équipe product marketing qui le fait 1000 fois mieux que moi. J'ai jamais vraiment eu le goût du benchmark de la feature. J'ai le goût du benchmark du positionnement. Si on me prêtait une qualité, je pense que je suis probablement un meilleur product marketer in fine peut-être qu'un product manager. Parce que je suis plus amoureux pour le coup de l'histoire. Ouais, qu'est-ce qu'il veut raconter? Toi qui as été écrivain, tu as pu utiliser des techniques scénaristiques ou du cinéma dans la manière d'organiser ton livre? Alors tu sais, moi d'abord, quand tu dis ça, j'ai tout de suite le syndrome de l'imposteur qui surgit parce que je me vis pas du tout comme écrivain. Je suis auteur effectivement, mais de livres qui jusqu'à présent sont des livres quand même techniques. Même si le dernier est un livre de cinéma, c'est quand même des livres techniques. Quand tu dis technique, tu dissocies le non-fiction du technique ou tu... Oui, c'est-à-dire que c'est ça. Technique, ça veut dire que je vais essayer d'expliquer comment fonctionne quelque chose. Je pense que tu peux le faire dans la fiction, tu peux le faire en écrivant un roman, mais je ne l'ai pas encore fait. Je suis en train de le faire. Finalement, écrivain, l'idée c'est de faire vivre des personnages, de leur trouver une âme, des objectifs, des faiblesses, des failles, et essayer de faire vivre ça pour justement voir qu'est-ce qui jaillit de là. Quand j'ai écrit Génération IA le dernier, effectivement, au démarrage, je sais ce que j'ai envie de dire et je pose un plan en me disant, comme une mécanique, comment je vais expliquer ça. Donc, c'est un peu plus facile parce que tu as un plan qui change évidemment au fur et à mesure de l'écriture, mais on n'est pas dans le fait de se laisser complètement aller. L'imagination est, à mon avis, un peu moins fertile. Ce qui m'intéresse là dans le fait d'écrire justement un roman, c'est d'ouvrir les vannes de l'imagination et de voir ce qui jaillit, quoi. Tu en as écrit 2 de livres, c'est un vrai exercice d'écrire un livre, en tout cas apparemment. Moi, ça fait partie des projets futurs.
T'as tiré des enseignements entre le premier et le deuxième livre pour être plus efficace ou plus créatif? Ouais, tu vois, déjà, j'en ai écrit 4 de livres. Le premier conseil que je peux donner, c'est d'essayer de faire des livres pas trop chiants, parce que la preuve, les 2 premiers, on s'en souvient pas. Et je te les recommande pas plus que ça, parce qu'ils étaient vraiment très techniques et pour une audience en fait, très ciblée, vraiment les praticiens RH. Donc c'est normal que tu les connaisses pas. Oui, le conseil que j'ai à donner, c'est que c'est quand même quelque chose qui demande pas mal de sacrifices. Parce qu'à moins que tu sois entier, tu vas le faire le soir, tu vas le faire le week-end pendant tes vacances. Sois énervé par le fait qu'un sujet soit pas traité comme tu veux. Ça veut dire que si t'es pas suffisamment passionné et que tu as vraiment envie de livrer une vision, quelque chose, tu peux pas y arriver. Ça veut dire que, tu vois, récemment, j'avais presque signé pour écrire un livre sur l'entrepreneuriat, ce qui n'était pas complètement idiot. Et puis, j'ai dit à l'éditeur, en fait, je vois pas ce que je vais amener de plus que les autres, parce que j'avais pas trouvé ce truc où je vais me dire, oui, là, c'est moi. C'est un peu ça, finalement, le conseil que je pourrais donner pour écrire un livre, c'est faut toucher le sujet qui nous obsède. Ça veut dire qu'on va y penser tout le temps, il va jaillir 1000 idées, et là, on est dans le plaisir. Si on tape un peu à côté, alors oui, ça demande vraiment du travail au sens besogneux, quoi. Faut ramer, parce qu'effectivement, la source n'est pas très fertile, il ne se passe pas grand-chose. Alors, tu parles d'écrire le soir. Toi, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de personnes dont je pense que je peux faire partie qui écrivent le matin. Ah, moi, ça marche pas. Ah, ça marche pas pour toi? Non, moi, la fraîcheur du matin, tout ça, ça s'appelle juste, je suis au radar, quoi. Et David Bernard, qui est un bon pote et qui avait signé la préface de mon premier bouquin, donc en 2010, il me disait, moi, j'ai pas trouvé autre chose que de me lever à 6 heures, j'écris. Et lui, en plus, il fait du yoga le matin et tout. Je me dis, ouais, il a raison, je vais faire ça. Oui, bah, j'ai fait 2 fois, puis j'ai été me recoucher. Ça le fait pas pour moi. Est-ce que ça aurait pu être envisageable de réorganiser ta vie pro et que, quand je dis le matin, que ça soit de 9h à 11h, écrire et après aller au travail après ça? Ça ne marche pas pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, dans ma famille, c'était pas la folie, quoi. Ça débordait pas d'argent, ça débordait pas de grand-chose. Donc c'était plutôt, tu faisais le max avec ce que tu as. Je suis extrêmement admiratif de Michel Gondry. Michel Gondry, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est le premier réalisateur des clips des Daft Punk. Il avait fait un film qui s'appelle The Green Lantern, qui était un truc de super-héros, et c'était pas terrible. C'est là où il a eu le plus de moyens. Et en fait, il n'en veut pas de ses moyens. Parce que quand t'as pas des moyens hallucinants, t'es obligé de te creuser la tête. Quand t'as pas beaucoup de temps, tu dois aller à l'essentiel. En fait, j'aime bien me mettre vraiment dans des conditions un peu de tension, parce que j'aime pas perdre mon temps, et du coup, bah, ça t'oblige à aller à l'essentiel. Et quand je parle là d'écrire un roman, souvent je demande à mes amis, est-ce que je devrais faire que ça? C'est-à-dire que je dis non à tout, je libère tout dans l'agenda, je fais que ça. Et tous me disent, si tu fais que ça, toi, de toute façon, tu vas rien foutre pendant 6 jours, et le 7e jour, tu vas te dire, merde, j'ai pas avancé, faut que je bosse. C'est aussi comme ça qu'on gère une boîte de 700 personnes. Ça. Je fais mon taf dans la journée, et ça m'alimente. Moi, c'est parce que je croise des gens, c'est parce qu'on m'explique des problèmes, c'est parce que si je vois des gens souffrir d'une situation, que je trouve ma motivation le soir pour trouver les 1 heure ou 5 heures. Donc ça marche pour moi, et en plus mon but c'était en fait d'expliquer la vision de Talentsoft, le pourquoi Talentsoft. Pourquoi nous on a été créés, qu'est-ce qu'on va apporter au monde qui n'existait pas. Moi mon job c'était finalement vraiment que les clients comprennent pourquoi nous. Et ça en fait, je m'en suis aperçu après. T'essayes de regarder au travers de ton prisme, encore une fois je le dis en toute humilité, le monde. Moi c'est le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui dysfonctionne? Qu'est-ce qui toi te touche, donc te fait vibrer? Et qu'est-ce que tu veux réparer? Et du coup, tout ce que j'ai fait chez Talentsoft, c'est pour dire ce truc-là marche pas. En l'occurrence, les gens souffrent au boulot et on les écoute pas, on leur demande pas qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, alors qu'au lieu de faire des processus hallucinants, demande-leur juste de quoi ils ont besoin. Moi, j'ai fait tout Talentsoft avec cette idée-là, mais j'ai raconté plein d'histoires autour de là pour créer de la tension, pour expliquer le conflit et comment finalement les héros de l'histoire, c'est-à-dire les personnes au travail, pouvaient peut-être atteindre leur but. Dès que quelqu'un me raconte une histoire qui me fait fondre, c'est bon, on l'embauche. Et je me suis planté un nombre de fois parce que j'ai été ému. Maintenant, je mets un filtre supplémentaire. Il m'a touché, c'est bon. La question, c'est, ok, donc ça va être un challenge de ouf, mais l'histoire est incroyable, j'ai envie de parier là, pour le coup, j'ai envie de jouer. Oui, mais on n'est pas au casino. La question, c'est...
J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.